Good afternoon. Sorry, we're starting a bit late. We're allowing people to drift in, but I think we can now start. I'm not going to make long introductions of the panel. We've got very able panelists, very experienced panelists. On my right, we've got Mr. Mbo, who is going to go first, and then Mr. Ashargu will follow, and on my far left, Mr. Kathola will follow after that. So without really further ado, we'll literally launch into the conversation, which I think is going to be very interesting, on democracy and transitional justice. So, Mr. Mbo, all yours. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis d'abord particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais, avant d'entamer ma communication, rendre hommage à la mémoire du secrétaire perpétuel disparu, M. Berbiche, et aussi féliciter une fois de plus M. Al-Djoumri de sa nomination comme secrétaire perpétuel de notre académie. Et je veux dire à tous nos amis académiciens combien je suis heureux de les retrouver. Ma communication va porter sur sciences et technologies et développement des pays d'Afrique. En conclusion de ma communication sur l'Afrique subsaharienne à l'épreuve de la mondialisation, faite à l'une des sessions de l'Académie, je disais à peu près ceci. Si la mondialisation impose à l'Afrique des contraintes sévères, elle lui fournit l'occasion de se ressaisir, de se repenser et d'agir par elle-même pour surmonter sa crise existentielle et pour créer les conditions d'un développement économique à la mesure des aspirations de ses populations et conforme aux exigences du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est seulement une Afrique consciente de sa mémoire historique, fidèle à ses valeurs de démocratie et de démocratie participative notamment, une Afrique mieux organisée et mieux gouvernée, plus unie, plus solidaire, maîtrisant parfaitement les sciences et les techniques les plus avancées et apte aux innovations les plus hardies, qui sera en mesure de relever les défis de la mondialisation. Voici ce que moi je concluais, et aujourd'hui, évidemment, je continue de penser ce que j'avais dit à l'époque. Certes, l'Afrique prise dans son ensemble a fait d'énormes progrès dans tous les domaines au cours des 50 années d'indépendance de la plupart de ses États. Mais elle apparaît comme le continent le plus vulnérable du monde, celui où la précarité de la vie est la plus grande, où le dérèglement du climat et la dégradation de l'environnement posent de sérieux problèmes pour le présent comme pour l'avenir. Il est vrai que la situation est loin d'être la même partout. Outre les différences entre pays, dans un même pays subsistent parfois des zones limitées d'une agriculture prospère utilisant les méthodes les plus performantes à côté d'une agriculture de masse soumise à des méthodes traditionnelles donnant de très faibles rendements. Les paysans n'ayant ni le savoir requis, ni les moyens de promouvoir une agriculture de qualité. Dès lors, la situation agricole mérite de grandes transformations, ce que tentent actuellement de faire de nombreux gouvernements soucieux d'assurer l'autosuffisance alimentaire de leur pays. Mais la révolution industrielle, qui seule doit permettre à l'Afrique d'entrer de plein pied dans la mondialisation, est loin encore d'être une préoccupation majeure, sauf dans de rares pays. Aussi, l'Afrique occupe-t-elle une part minime dans les échanges internationaux de biens et services. Elle exporte essentiellement des produits agricoles ou miniers, et surtout du pétrole. Le pétrole lui fournit à lui seul la plus grande partie des revenus tirés de ses exportations. Exportations d'ailleurs qui vont peut-être aussi augmenter dans la mesure où on découvre
des gisements nouveaux de pétrole sur la côte occidentale d'Afrique, comme récemment au Sénégal. Mais ces gisements ne seront exploités que d'ici 2 ou 3 ans. Mais l'Afrique n'a aucun contrôle sur les revenus qu'elle tire de ces exportations, les prix sur le marché mondial dépendant des cotations en bourse fixées par les pays acheteurs. Ainsi, l'Afrique, dont la place dans le commerce mondial n'est que d'environ 2%, n'a pas su en tirer parti à cause de ses propres faiblesses, notamment dans les négociations menées au sein de l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, où elle compte cependant 43 membres sur un total de 162. Et dans le cadre aussi, ces faiblesses, dans le cadre de ces négociations menées avec les communautés économiques européennes régionales, comme d'ailleurs l'Union européenne par exemple. Selon le directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, dont le siège est à Dakar, le CACID, à la suite des négociations du cycle de Doha, je le cite, le système commercial multilatéral n'a pas su produire une gouvernance inclusive et équitable. Il a mis en place de manière consciente ou non une gouvernance exclusive et inégalitaire. Fin de citation. Reste à savoir ce que les pays africains vont faire lors de la prochaine conférence ministérielle, la 10e de l'OMC, qui aura lieu en terre africaine à Nairobi. Pour le directeur du CACID, que j'ai déjà cité, je le cite encore, il faudra y refuser les faux fuyants et les déclarations creuses et sans lendemain. Nairobi doit consacrer le retour du développement dans le jeu. Ceci doit se traduire par des actes concrets et un résultat positif contribuant clairement à la question cruciale du développement. Fin de citation. Mais pour ce faire, l'Afrique devra former un front commun, sans faille ni faiblesse, et surtout éviter la complaisance de certains des États dont les représentants, semblant ignorer les enjeux véritables, ont tendance à céder facilement aux pressions des autres, qui, eux, sont soucieux de préserver leurs intérêts fondamentaux. Car il n'y aura pas de développement durable tant que l'Afrique ne transformera pas par elle-même une part importante des matières premières qu'elle produit. Parce que cette transformation n'est pas faite sur place, l'Afrique est obligée d'importer, dans une très large mesure, les produits manufacturés qu'elle utilise sous forme d'équipements ou de produits de consommation. Et là aussi, elle n'a aucun contrôle sur les prix de ce qu'elle importe, ceci étant imposé par ses fournisseurs. Cette situation s'explique sans doute par le poids de l'histoire qu'il n'est pas nécessaire de retracer ici et par certaines pressions extérieures qui entravent souvent ses propres initiatives. Aussi, l'Afrique est-elle contrainte par l'évolution du monde, par les nécessités de son développement, de faire une réflexion plus attentive sur elle-même, sans complaisance et sans faiblesse, pour pouvoir tracer les voies d'un renouveau à la mesure des problèmes qu'elle confronte et des défis qui s'imposent à elle. Aussi faut-il féliciter l'Académie du Royaume du Maroc d'avoir pris l'initiative du présent colloque. Ces défis, l'Afrique peut les relever, car elle a des potentiels énormes. Elle possédait en effet 60% des terres agricoles encore non exploitées, d'importantes ressources en eau superficielle et souterraine pouvant servir à l'irrigation. Mais son agriculture, qui emploie en 2013 62% des populations, reste peu productive et contribuant pour peu à la formation du produit intérieur brut. Et elle ne nourrit plus, dans de nombreux cas, ses habitants des campagnes et des villes. Quant à son sous-sol, il est relativement riche puisque, récemment, dit-on, 30% des réserves mondiales en minerais, dont notamment 40% des réserves mondiales en or, 90% de celles de platine, 60% de cobalt, sans compter d'ailleurs les minerais rares qui servent dans l'électronique la plupart du temps, comme l'ilménite, le titane, etc. Mais ces défis, l'Afrique ne peut les relever que si elle fait ce que d'autres ont fait avant elle, c'est-à-dire s'engager résolument dans un développement fondé sur la modernisation de l'agriculture et sur l'industrialisation à marche forcée, en s'appuyant sur la maîtrise de la science et de la technologie les plus avancées
et sur l'innovation dans tous les domaines essentiels de l'économie, et ce, dans le respect de ses valeurs sociales profondes et dans la préservation de son environnement. C'est sans doute ce qu'a compris la Commission de l'Union africaine en lançant son plan STESIA 2024, Sciences, Technologies, Innovation, appelé Stratégie pour l'Afrique à l'horizon 2024, dont l'objectif est, je cite, d'accélérer la transition de l'Afrique vers une économie basée sur le savoir et l'innovation. Fin de citation. Ce plan vise à, je cite encore, satisfaire les demandes en connaissances, en technologie, en innovation dans diverses activités du développement économique et social. Mais les priorités de la recherche mentionnées dans ce programme portent essentiellement sur l'éradication de la faim, la prévention des maladies, la sauvegarde de l'espace, autrement dit l'environnement. Ce sont là des domaines essentiels dans lesquels les efforts avaient été portés d'ailleurs en grande partie, mais en petite dimension du temps de la colonisation, mais dans des secteurs restreints liés aux besoins de l'exportation et de la maîtrise des maladies tropicales. Aussi, à l'heure de la décolonisation, l'Afrique ne comptait que peu d'universités où pouvait s'effectuer la recherche et peu de centres ou instituts autonomes de recherche. Pour le plan africain, je cite encore, la communauté scientifique en Afrique est appelée à transformer les priorités et leurs domaines clés en programmes mobilisateurs dont découleront les programmes de recherche à exécuter dans les laboratoires tant publics que privés. Il est essentiel, ajoute le plan, de traduire les programmes en termes de projets de développement bancables qui permettent aux décideurs politiques de les appuyer et d'utiliser les procédures idoines, tant intérieures qu'extérieures, pour les financer dans l'espoir légitime d'en récolter les meilleurs fruits au niveau national, régional et continental. Fin de citation. Il est peu probable qu'avec de telles intentions et les méthodes de financement envisagées, sans doute pour satisfaire au néolibéralisme à la mode, l'Afrique dans son ensemble puisse bâtir, comme le prévoit le plan, une fondation solide pour la science, la technologie et l'innovation. Qui veut la fin veut les moyens, et les moyens, c'est l'État seul qui peut les mobiliser dans le cadre d'une action globale planifiée sur une longue période. Ce qu'il faut regretter, surtout dans le plan de la Commission de l'Union africaine, c'est que celui-ci ne comporte aucune disposition particulière relative à l'industrialisation, comme je le disais tout à l'heure, à marche forcée, qui est une des priorités suprêmes que l'Afrique ne peut pas éluder. En tout état de cause, l'Afrique ne contribue à l'heure actuelle que pour 2% dans la création du savoir dans le monde. Il est indispensable de développer des communautés scientifiques dynamiques, vouées à la recherche fondamentale, à la recherche-développement, aussi bien dans le domaine des sciences exactes et naturelles que dans celui des sciences humaines et sociales, ces sciences permettant d'élucider les problèmes qui vont se poser dans les sociétés africaines à cause justement de cette modernisation que j'indique. En effet, la seule attitude raisonnable, la seule voie possible face à la situation actuelle est la maîtrise par les Africains eux-mêmes sur la terre d'Afrique, de la science, de la technologie et de l'innovation dans tous les domaines vitaux de son économie et de son progrès. C'est en Afrique que se posent les problèmes, c'est en Afrique que doivent être menés les efforts pour les résoudre, avec l'aide bien sûr de tous ceux qui, de l'extérieur, peuvent lui apporter leur concours. La première exigence qui s'impose à tous les pays d'Afrique, individuellement ou mieux encore regroupés en entités viables, c'est d'élaborer des politiques scientifiques et technologiques claires et à long terme orientées vers la valorisation de leurs ressources et l'amélioration des conditions de vie de leur population. À la rénovation du système éducatif dans son ensemble, qui est une condition sine qua non pour donner aux mathématiques, aux sciences de base la place qui doit leur revenir, doivent s'ajouter des efforts particuliers en vue de la formation de spécialistes, chercheurs, ingénieurs, techniciens de tout niveau et la mise en œuvre d'une façon systématique et dans les secteurs essentiels de programmes de recherche, développement et d'innovation. Cela est possible si tous les gouvernements du continent s'y engagent
avec la ferme volonté de réussir, et si tous les fils d'Afrique vivant dans le continent, ayant les compétences voulues, se mobilisent à cette œuvre gigantesque et combien exaltante, il faut aussi associer impérativement les nombreux Africains qui vivent et travaillent hors d'Afrique, dans des universités, des instituts et des centres où ils accomplissent des travaux de recherche remarquables dont les résultats sont naturellement comptabilisés en faveur des laboratoires ou des organismes des pays où ils vivent. Beaucoup d'entre eux ne rêvent que de suivre la voie des Chinois et des Indiens qui, au cours du XXe siècle, se sont mis au service de leur pays pour leur apporter une expérience irremplaçable sans qu'un quelconque mandarinat local puisse y porter atteinte. En tout état de cause, le Japon à l'ère Meiji au XIXe siècle et l'Inde à la Chine au XXe siècle ont montré la voie et prouvé que tout est possible quand on le veut et quand on s'organise en conséquence. Certes, l'Afrique n'est ni la Chine ni l'Inde, qui ne sont pas morcelés en de nombreux petits États peu viables, avec des gouvernements indépendants les uns des autres et menant chacun sa politique, sans toujours se soucier de l'intérêt commun. Ceux qui ont morcelé l'Afrique à l'heure du partage du continent à la fin du XIXe siècle et qui ont maintenu son morcellement au moment des indépendances, en supprimant même les entités fédérales qui existaient sous leur administration, n'ont cherché qu'à créer des situations favorables à leurs intérêts. L'Afrique morcelée et divisée comme elle l'est aujourd'hui n'a aucune chance de tirer parti des opportunités qui s'offrent à elle. Et la première leçon est qu'il faut revenir au panafricanisme, qui devrait commencer par une intégration africaine exempte de toute visée hégémonique et de tout calcul machiavélique et permettant la mise en commun des efforts par une intégration sous-régionale et régionale réelle, impliquant donc l'amplification des échanges politiques, économiques, culturels et la libre circulation des personnes et des biens. Il faut donc que cessent les tensions entre pays voisins, de même que les conflits internes et les guerres civiles fratricides qui nuisent tant au développement. Il faut aussi que cessent ces morts nombreuses en mer que signalent chaque jour les médias. Avec ses potentialités économiques, l'Afrique devait pouvoir mettre fin à l'hémorragie migratoire. Elle devrait pouvoir garder ses enfants et leur fournir éducation, travail et bien-être physique et moral. Mais elle ne le peut que dans l'union qui fait la force. L'Afrique doit trouver les moyens de se fédérer économiquement, voire politiquement, pour apporter sa vision et son arbitrage qui est profondément humaniste et universaliste sur tous les grands problèmes que se partagent les humains en ce siècle, comme dérèglement climatique, atteinte à l'environnement, pollution diverses dont elle souffre sans en être le principal responsable, dysfonctionnement et inéquité du système économique et financier mondial dont elle est une victime trop passive, et les horreurs du terrorisme qui frappe sans discrimination et met en péril la sécurité et la stabilité des populations innocentes et favorise l'intolérance et le dévoiement d'une jeunesse déboussolée. Pour conclure, je voudrais féliciter Sa Majesté le roi Mohamed VI de nous avoir réunis de nouveau. En ce moment, au seuil de mes 95 ans, j'ai évidemment dans le cœur le souvenir de tous nos chers disparus, dont nous portons le deuil, parmi lesquels je voudrais faire une mention spéciale au fondateur de cette auguste institution, Sa Majesté le roi Hassan II. Je souhaite que cette institution prospère sous la haute tutelle de Sa Majesté Mohamed VI et sous la direction de son nouvel secrétaire perpétuel, M. Abdel-Jalil Jomri, et de son chancelier, M. Abdelatif Ben Abdel-Jalil, qu'elle apporte une vision novatrice et des propositions positives pour de meilleures perspectives d'avenir et qu'elle éclaire nos enfants pour qu'ils puissent relever les défis qui s'imposent à l'Afrique et aussi à l'ensemble du monde. Avant de vous remercier de votre attention, je voudrais dire combien je suis heureux de retrouver ici beaucoup d'amis. En effet, je vois Sina Sœur, qui n'est pas là cet après-midi, qui a travaillé avec moi à l'UNESCO comme directeur de la division de la philosophie. Je vois également Henri Lopez, qui fut mon ami et mon collègue, avec qui j'ai
participé à la réforme des programmes d'histoire et géographie de l'Afrique après les indépendances dans une commission spéciale qui était convoquée à Abidjan. Et je l'ai retrouvé comme ministre des Affaires étrangères. Et je voudrais le remercier aujourd'hui devant vous tous pour le fait qu'il ait facilité à l'époque le traitement dans des pays étrangers de nos anciens camarades étudiants qui n'étaient plus en ordre de sainteté dans leur pays. Lopez a donné des passeports diplomatiques à certains de nos camarades pour leur permettre de se soigner à l'étranger. Malheureusement, ils sont aujourd'hui disparus. Et je les retrouve également à l'UNESCO comme sous-directeur général chargé de la culture et de la communication. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Mr. Mbo. I hope that somewhere between today and tomorrow you'll tell me the secrets that you have for whatever you eat to keep you fit for so long so that I can follow suit. Huh? Thank you.